Bonjour Clément, Bonjour Yoann. tu vas bien? Ouais, ça va, impeccable. Bon alors Clément, tu es Product Manager à Doctissimo, c'est bien ça? C'est ça, Est-ce que tu depuis peux nous maintenant expliquer... quelques mois. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Doctissimo, ce que vous faites? Parce que bon, tout le monde connaît et tout le monde ne connaît pas en fait. Et je pense que c'est important de bien décrire un petit peu ce que vous faites, s'il y a différents produits ou s'il y a que celui qu'on croit comprendre. Et puis combien vous êtes de personnes, combien vous avez d'utilisateurs ou d'audience, je ne sais pas les métriques que tu peux nous annoncer. Et surtout depuis combien de temps ça existe et comment ça fonctionne. Ça fait pas mal de questions déjà. Donc, effectivement, en termes de produits, il y en a plusieurs. Euh, on a bien évidemment le forum qui est historiquement le plus connu, Mhm. mais on a maintenant, depuis quelques années déjà, le site internet doctissimo.fr avec une partie éditoriale très riche Mhm. qui, en termes d'audience, rattrape ou dépasse presque maintenant le forum. D'accord. Donc, on a effectivement historiquement le forum qui a sa réputation, mais en termes de visite, c'est pas forcément maintenant euh, le plus gros qui rapporte le plus de visites. Ok, En termes de produits, on a aussi un Doctissimo en espagnol d'accord, qu'on a ouvert l'année dernière sur le marché mexicain et argentin. d'accord. Il y a aussi Doctissimo en Italie. Euh, et après, en termes de produits, on a aussi les applications mobiles qui existent aussi dans ces trois langues, Ma grossesse, Fertilité, mon ovulation, Mhm. le club Doctissimo, qui est l'application du forum. Et on lance aussi de nouveaux produits comme dernièrement Beauty Lab sur Doctissimo, qui est un outil de test produit. D'accord. D'accord. Test produit surtout orienté beauté, pharma. Et voilà, après, il y a encore d'autres produits qui sont plus dans mon périmètre, mais comme Doctipharma, Mon Docteur, tout ça qui tourne autour de Doctissimo. Et du coup, est-ce que tu arrives à nous donner un petit peu une idée du volume d'utilisateurs que tout ça représente? Sur Doctissimo, on a bien 20 millions de visiteurs uniques par mois, D'accord. euh, 40 millions de visites, et puis euh, voilà, et puis c'est à peu près 50-50 sur le site et le forum. D'accord, ok. Est-ce que vous arrivez à savoir si c'est majoritairement des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes moins jeunes? Euh, on est effectivement plus sur une cible de femmes. Euh, Après, ça dépend aussi des rubriques et des. Après, jeune, moins jeune, ça, j'avoue que j'ai pas les métriques, je sais pas. Je comprends. Il n'y a pas Mais de bon, on souci. est de toute façon, en termes d'usage, le mobile rattrape, voire dépasse le desktop. Donc, D'accord. on est quand même sur des utilisateurs qui sont connectés via mobile, donc Ok. plutôt jeunes. D'où aussi la sortie des applications, j'imagine. Bien sûr, les applications, bon, elles ont une bonne réputation aussi. Les applications, elles ont quelques années. D'accord. Voilà. Ok. Et vous êtes combien de personnes à Doctissimo en gros? Tout, on va être une cinquantaine. D'accord, ok. Et principalement en France? Oui, principalement en France, effectivement. L'équipe qui est au Mexique, ils sont peut-être 5 ou 6. D'accord, ok. Et c'est eux qui couvrent Sinon, aussi l'Argentine? ouais, oui. D'accord, ok. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours maintenant, Clément? Oui, mon parcours. Alors, j'ai commencé par des études de STAPS, donc Ok, rien à voir, c'est plutôt côté sport. Mais ça m'a ouvert les yeux. On a eu un cours d'HTML, ça m'a bien plu. Je me suis dit, je vais faire des sites internet. Et un peu en autodidacte, j'ai fait des sites à droite à gauche et j'ai eu envie de trouver une formation qui pourrait valider mes connaissances. ouais, Et finalement, j'ai trouvé et j'ai été pris dans un MBA marketing et commerce sur Internet, d'accord. le MBA MCI à la Défense. Et pendant un an après, j'ai donc réussi à faire ces deux casquettes entre le web marketing et le sport en travaillant avec les fédérations sportives et plus précisément pour les réseaux sociaux des fédérations sportives. D'accord, ok.
en étant community manager avec la fédération de foot. Ok. Mais aussi en proposant des solutions aux fédérations de tennis, d'escrime. Et voilà, c'était assez enrichissant et je me sentais bien dans cet élément. D'accord. Après, ça s'est arrêté. J'ai trouvé un poste de consultant fonctionnel dans une SS2I qui finalement m'a permis de découvrir le métier que j'ai maintenant. C'est vrai que c'était du consultant fonctionnel, de rédaction de spécifications fonctionnelles assez classique, avec la méthode en V chez les clients comme BNP Immobilier. Et puis après, j'ai eu un an de régie chez Bouygues Télécom, c'était en 2012, et je suis arrivé sur leur boutique mobile, leur boutique de mobile, et arrivé l'année où justement ils faisaient cette transition entre méthode en V et méthode agile. D'accord. À l'échelle de tout le groupe. Pardon ? À l'échelle de tout le groupe. En tout cas, à l'échelle du projet sur lequel j'étais. D'accord. Ça, je ne peux pas parler sur tout le groupe. Mais donc nous, on était sur la boutique sur web de leur mobile et forfait. Donc sur ce projet, on a été accompagné à l'agilité par Xebia dans l'année 2012 où justement ils sont passés de la méthode en V à la méthode agile. Donc j'ai eu la chance de faire 6 mois dans une organisation d'une grosse structure, on peut dire à l'ancienne, et puis 6 mois en méthode agile. Et effectivement, on avait été accompagné par Xebia dans ce changement-là. Et voilà, l'organisation agile était installée de telle sorte qu'il y avait une équipe, enfin il y avait un product owner, une équipe de rédaction de spécifications, et derrière les devs. Okay. L'équipe de spécification dont moi on faisait partie de l'équipe d'analystes les 6 mois précédents, donc on faisait aussi la recette de manière assez poussée. Okay. Et donc voilà, ça c'était assez enrichissant. Même si j'étais pas encore PO, j'ai touché l'agilité. L'année d'après, j'étais chez Voyage SNCF. Et là, donc 2013, rechance, je retombe l'année où ils passent de la méthode en V à la méthode agile. Pour le coup, comme j'avais déjà vécu ce genre de changement, j'étais un peu plus moteur dans l'accompagnement au changement, mais on était aussi accompagné, et cette fois-ci par Octo. Okay. Donc, chouette, quoi. On a vu tout ça se transformer. Et donc, sur les 6 premiers mois, c'était l'équipe de consultants, chef de projet fonctionnel. Et les 6 mois d'après, on m'avait mis en proxy PO sur le projet Wigo notamment. D'accord. Donc, c'était au lancement du produit Wigo. Pareil, super. Là, en termes d'organisation, il y avait des PO très organisés, plus en contact avec le métier. Puis moi, j'étais plutôt proxy PO, intégré plus dans l'équipe de dev. Ok. Et du coup, quand tu parles de Wigo, c'était le produit, c'était la plateforme de réservation Wigo ou c'était encore un autre produit chez Voyage SNCF? Non, c'est ça. C'était la plateforme de réservation. Donc, c'était vraiment au lancement du Wigo, en 2013. Okay. Donc, on a fait la première plateforme pour optimiser l'achat d'options dans le parcours d'achat de train. Ok, d'accord. Et du coup, vous étiez une grosse équipe 2014-2015, oui. Vous étiez une grosse équipe, du coup, sur ce projet Wigo? En termes de dev, il y en avait 5. D'accord. 5 devs. Après, sur l'ensemble du projet, ça c'était pour Wigo, mais sur l'ensemble, en tout cas pour l'équipe web, c'était plutôt 10. Ok. Team web, 10 développeurs, pardon. Et puis pour après, en termes de PO, il y avait plusieurs PO, méta PO, quoi, des trucs un peu plus haut, stratégie. Voilà, ouais, c'était chouette. Ok. Et ensuite? Après, je suis parti de la SS. Ouais, je suis sorti de la SS2I et j'ai pris un poste en création de poste du coup de product owner vraiment chez Fashion Group. Okay. Une Fashion Group, peut-être je peux un peu situer, c'est le site d'annonce d'emploi dans le secteur de la mode. D'accord. Qui est vraiment un leader dans
dans le secteur, ça fait bien 10 ans que ça existe. Et en gros, toutes les annonces d'offres d'emploi pour être vendeur, surtout, ou même d'autres postes plus importants dans le secteur de la mode, c'est surtout par là que ça se passe. Donc là, il cherchait un product owner. C'était une équipe de 5 devs aussi qui fonctionnait déjà en agile, mais sans product owner. Donc c'était un peu... il fallait un product owner, quoi. Donc je suis arrivé là pour faire la partie fonctionnelle et recueil de besoins. C'est une équipe qui tournait vraiment bien et j'ai pas mal appris aussi à leur contact. Ok. Donc ça, c'était... Et eux, pour le coup, étaient déjà en mode agile. Oui, ils étaient bien éduqués de ce côté-là. Ok. Je suis entré et j'avais plus qu'à mettre mes valises en gros et puis ça roulait. Voilà, j'ai fait ça 2 ans. On a sorti des bons produits, ça a fait bien fonctionner le site. Et après, j'ai tenté l'aventure en freelance. D'accord. Et la mission que j'ai trouvée, c'est chez Lagardère Active, chez Doctissimo. Ok. Donc l'année dernière, 2016, et j'étais sur le projet Mexique justement. Donc c'est partir du site espagnol qui était un peu vieillissant et lui donner une chance en lui faisant une refonte et en le développant aussi sur le marché du LATAM. Ok. Donc en ciblant le Mexique et puis aussi l'Argentine finalement là aussi. Là-bas. Ok, très bien. Ça nous donne, Voilà, ça nous donne un bon aperçu un petit peu de cette carrière, du coup, et ensuite de Doctissimo, c'est ça? Ouais, et donc ils m'ont internalisé d'ailleurs, on dirait pas. Oui. Pour un poste du coup un peu plus à responsabilité maintenant, où je suis sur tout le périmètre de Doctissimo en termes fonctionnels, c'est-à-dire le site France, Espagne, Italie, mobile, forum, tout ce qu'on veut, avec en binôme avec notre chef de projet qui était déjà là avant. On a un peu restructuré l'organisation et puis. Ok. Donc vous êtes deux PM et vous vous divisez un petit peu les produits ou vous êtes tous les deux un peu sur tous les produits? Comme on commence, c'est qu'on prend surtout pour l'instant un historique d'un gros backlog historique avec plein de tâches qui traînent depuis on ne sait plus trop quand. Ouais. Déjà, on reprend le temps de mettre nos méthodes. Ok. C'est un peu plus moi qui suis moteur sur cette partie-là. Et puis, avec elle, on, pour l'instant, a essayé de connaître un peu tous les projets. Après, historiquement, moi, je suis plus sur le projet mexicain. Elle est plus sur le projet forum. Donc, on a des affinités et puis on connaît un peu mieux les équipes de chacun des produits. Donc voilà, naturellement, on connaît un peu tout, mais naturellement, on se prend plus un projet. Et du coup, au quotidien, vous travaillez en direct avec combien de personnes chacun à peu près? Écoute, en termes d'équipe de développement sur Doctissimo, il y a 5 développeurs qui sont ici sur Paris. Et après, pour le forum, il y a pareil 5 autres développeurs, mais qui sont à Sofia Antipolis. Ok. Donc voilà. Après, il y a toute une équipe d'admin, une équipe de. Enfin, il y a plein d'équipes, c'est aussi une grosse boîte. Et vous travaillez aussi avec des designers pour certaines fonctionnalités, pour certains produits? Est-ce que vous travaillez aussi avec des gens qui s'occupent de la data science? Exact. On a 2 designers qui sont aussi avec nous là. D'accord. Surtout pour les demandes d'évolution, de design de maquettes, mais aussi pour des designs d'annonces pour les annonceurs. Après, on a effectivement un SEO. Apparemment, l'équipe va s'agrandir, donc on va avoir 2 SEO. On a une équipe qui s'occupe 3 personnes ici pour la partie, 4 même pour l'international. Donc pour les sites espagnols et italiens. Et puis l'équipe de rédaction. Donc un rédacteur en chef et puis les chefs de rubrique et journalistes pour la partie éditoriale. Ok. Et du coup, par exemple, les personnes qui s'occupent de la partie SEO, et après, elles peuvent vous faire des demandes, elles font des demandes directement aux développeurs ou elles passent par vous pour tout ce qui est évolution, amélioration du tagging, etc. Justement, j'ai envie de dire presque que
historiquement, c'était un peu direct avec les développeurs, pas forcément la partie SEO, mais en général. Et avec mon arrivée, j'essaye de mettre en place des process un peu plus carrés pour que ce soit centralisé au niveau des product managers, product owners. Ok. Donc effectivement, pour le coup, les développeurs sont éduqués en termes de méthode agile, mais il faut éduquer au côté métier pour que ce soit carré, qu'ils prennent le rythme, qu'ils arrivent à anticiper et que tout se déroule pour le mieux. Ok, bon, bah, très bien. Globalement, donc tu étais un petit peu en train de nous décrire votre façon de fonctionner. Entre le moment où donc il y a votre backlog avec un certain nombre d'historiques, etc. Mais j'imagine que les fonctionnalités sur les différents produits Doctissimo proviennent pas forcément des utilisateurs. Comment vous vous sourcez? Comment vous essayez de dire tiens, c'est par là qu'il faut aller et c'est cette fonctionnalité qu'il faut ajouter, modifier, enlever? Comment vous priorisez tout ça? Comment vous remplissez votre backlog en fait? Ouais, bah, pour l'instant, comme tu dis, on est plus sur de la traite de l'historique. Donc on essaye de vider un peu les vieilles user stories qui traînent. Mais sur les nouveaux produits, on a surtout un outil principal qui est l'éditrice, qui a plus la vision stratégique de où veut aller Doctissimo. Ok. Et puis après, il y a tous les différents métiers en termes aussi bien en marketing que chez les forums, monétisation, ou même la régie qui peuvent nous demander des évolutions. On a des réunions assez régulières pour prendre les besoins de ces différents métiers pour faire évoluer même sur des petites même sur des petits périmètres des choses là. Et est-ce qu'il y a une fonction support un peu sur les différents produits Doctissimo? Est-ce qu'il y a des gens qui s'occupent de traiter des demandes des utilisateurs ou non, pas vraiment en fait? Pas vraiment, D'accord. à la limite, ou alors une licence encore, mais je sais plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités qu'on met, j'ai vu ça dernièrement sur le mobile, sur les applications, qu'on va développer et mettre en ligne sur demande des commentaires qu'il y a dans les applications. D'accord. Donc il y a quand même un petit suivi là-dessus. Ouais. Ok. Et du coup, c'est les différentes fonctions et métiers de Doctissimo qui viennent sourcer votre backlog et vous priorisez avec eux. La roadmap, vous la définissez un peu avec eux et avec l'équipe aussi? Ouais, c'est ça. La roadmap, effectivement, la vision est plutôt stratégique côté éditeur. Après, nous, on est là pour satisfaire un peu tous les métiers, que ce soit pas tout le temps les mêmes métiers qui passent dans le sprint et de prioriser en fonction des urgences et sinon sur les produits phares qui fonctionnent comme Beauty Lab, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, je crois. Oui, oui. Donc ça, c'est un produit de le mettre en avant sur les différentes évolutions. Ok. Il y a plus de demandes sur ce produit que sur les autres en ce moment. D'accord. Parce que c'est un produit qui est, on va dire, récent, jeune, qui porte un petit peu son avenir avec lui, C'est quoi. un produit qui marche. Ok. C'est ça. Il y a pas mal de demandes de annonceurs de ce côté-là. Ok. Et du coup, à partir du moment où vous avez quelque chose dans votre backlog, que ce soit historique ou une demande récente, qu'est-ce que vous préparez pour le filer à l'équipe de développement? Et ensuite, comment vous steppez les étapes jusqu'à la mise en production? Donc on a le besoin qui arrive. On essaye on le spécifie, on l'analyse. On a des groomings assez réguliers pour justement estimer les tâches. Ouais. Une fois que c'est estimé, groomé, on va le mettre dans un sprint. Je mets dans le sprint et puis après, au niveau de la mise en prod, ça peut être fait soit en fin de sprint, soit en cours de sprint si c'est des tâches qui étaient jugées urgentes parce qu'avec attente de clients derrière ou avec des deadlines qui ne correspondent pas forcément au fin de sprint. Ok. Bon. Et du coup, au niveau des livrables, est-ce que c'est assez épais? Est-ce que c'est assez réduit? Est-ce que ça varie d'une fonctionnalité à l'autre? Est-ce que vous allez, on va dire, maquette, proto, spec, rédaction de test, etc., jusqu'au développement? Ou non, ou finalement, ça se résume en un post-it et on leur passe et voilà.
Non, ça dépend vraiment des produits, mais en général, c'est quand même. Bah non, ça dépend, donc il n'y a pas de en général. Il y a pas mal de produits qu'on essaye de. Enfin, quand c'est des évolutions qui ont un impact graphique, bien sûr, on essaye de faire intervenir les designers. Après, comme on a quand même un guide de style et on essaye de passer des tâches sans forcément solliciter les designers qui en ce moment sont surtout occupés par des demandes d'annonceurs. Ok, Donc voilà, après en termes de... voilà, je sais plus ce d'accord. que je voulais dire. C'est assez variable en fait, ça dépend. Des fois, oui, il y a beaucoup de spécifications, des fois, il n'y en a pas beaucoup. Ok, Ouais, en tout cas, au niveau des specs, on essaye d'être assez carré maintenant pour qu'on ait bien nos critères d'acceptance et que ce soit que l'information circule et que finalement le développeur se pose le moins de questions possible, que tout soit dans la doc et que ça roule comme ça. ok. Et du coup, ensuite, une fois que c'est en prod, est-ce que du coup c'est l'audience qui, on va dire, qui prime pour mesurer, on va dire, l'efficacité ou la pertinence d'une nouvelle fonctionnalité ou d'une modification? Comment vous vous basez pour valider ou invalider un petit peu une mise en prod? Ouais, ouais, on regarde effectivement l'audience, les rounds de monétisation, Ok, les résultats de page par visite. ok, Ça va dépendre des fonctionnalités, bien sûr. ouais, Là, par d'accord. exemple, on met en prod le diaporama, on va le mettre sur une période de 2 semaines pour tester, Ouais, voir si l'affichage de pub nous correspond, si le nombre de pages visitées est correct à nos attentes. Et puis dans 2 semaines, on avise pour voir si on améliore notre produit ou si on peut tout migrer. d'accord. Et pendant cette période de 2 semaines, c'est toute votre audience qui a la fonctionnalité. Bah, non, parce qu'on l'a. Enfin, oui et non, parce qu'on l'a migré finalement que sur deux rubriques pour l'instant. D'accord, ok, Donc sur des audiences à grosse. Enfin, c'est des rubriques par exemple à grosse audience. Donc ça nous donne un bel échantillon. ok, d'accord, très bien. Donc c'est Est-ce que ça vous arrive du coup d'en livrer et puis de se rendre compte que c'est pas pertinent? Est-ce que vous faites du coup une modification ou un retrait total? De ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est pas du retrait total, ça va plutôt être de l'amélioration. D'accord, ok. Et du coup, au niveau des outils, qu'est-ce que vous utilisez un petit peu tout au long du processus en termes de différents outils, plateformes au sein des différentes équipes? Mhm. On est beaucoup sous Jira Mhm. et du coup Confluence à côté pour plus spécifier, plus pour l'organisation. Mais beaucoup passent par Jira. Ok. Donc Et, dans Jira, on a nos bugs, on a nos user stories, on a nos épiques et puis on spécifie là-dedans. On essaye d'utiliser au maximum les composants ou enfin, les champs. Enfin, c'est assez souple, quoi. On essaie de faire que on attend à ce qu'on a besoin. Notamment dernièrement, on va par exemple sur les Jira pour savoir d'où vient la demande. mhm. Et après, quand tu fais dans ta rétro de ton sprint, tu vois qu'on a passé X demandes de tel métier, X de l'autre, et puis on fait un petit retour, un petit compte rendu pour tout le monde, et puis pour vraiment partager la vision de l'agile, qu'on essaye de satisfaire un maximum de métiers, quoi. Ok. Et du coup, toi qui as exercé cette fonction-là au sein de différentes entreprises, notamment des entreprises qui passaient à l'agilité, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as suffisamment de recul pour avoir un petit peu une vision de vers quoi s'oriente le métier? Qu'est-ce que ça va être demain, tout ce qui est product owner et product manager? Est-ce que ça va avoir plutôt une tendance à se généraliser, à se spécialiser, à intégrer de plus en plus de compétences, à parler avec des équipes de plus en plus petites? Comment tu vois l'avenir? Bah écoute, moi depuis le début, j'ai l'impression que c'est un métier qui est vraiment en connexion entre le métier et le dev. Mhm. Il y a, je vois pas de raison que ça évolue. C'est bien, je pense, que le product owner soit en contact avec les équipes techniques. Donc forcément, il est dans la stratégie du produit et dans la priorisation, mais forcément, il faut qu'il
connaissent le vocabulaire technique. Après, là où ça peut évoluer, en tout cas moi dans ma situation, c'est qu'effectivement avant j'étais vraiment proche du produit en tant que product owner avec un seul produit et sur plusieurs produits et du coup plus au niveau responsable de projet où je vais essayer de mieux organiser les choses avec quelqu'un sous ma responsabilité, donc aussi pour donner du grain à moudre et qu'elle soit pas juste exécutrice. Tu vois. Ouais, ouais, d'accord. Et, donc voilà, en termes d'évolution, ça va toujours dépendre de si on est au cœur d'un produit et dans l'équipe technique ou si on est stratégique. Je pense que de toute façon, tout le monde n'est pas prêt pour l'ensemble de l'entreprise n'est pas prêt pour l'agilité et du coup, on n'a pas forcément, je veux dire, il y a quasiment autant d'entreprises que de product owners, quoi. Autant de produits que, tu vois. Okay. C'est difficile de dégager une tendance pour l'avenir, quoi. Ouais, ça va vraiment dépendre des. Puis c'est très humain finalement dans l'agilité, c'est vraiment réussir à faire impliquer les gens autour d'une équipe, autour d'un produit. Et donc chaque équipe étant différente, chaque produit étant différent, c'est l'humain qui va changer la. Moi j'aime bien avoir l'idée qu'on essaye de définir un nous commun à tout le monde qui n'est pas ah oui c'est les devs, c'est eux, ah non c'est le métier, c'est eux, et finalement on est tous ensemble et bah il y a eu un truc qui a peut-être pas bien fonctionné ou pas, mais au moins on l'a fait ensemble et on a une même vision, tu vois. Ok, je comprends. Donc c'est ça que j'essaye d'appliquer. Écoute, ça me paraît bien. Est-ce que tu as des conseils de lecture ou des choses à regarder quand on s'intéresse d'un côté à l'agilité et de l'autre à la culture produit en général? Euh, J'ai envie de dire ne pas oublier moi j'aime bien l'UX, je pense que justement l'user experience c'est important et souvent, enfin, ça dépend, mais souvent ça peut passer à la trappe et on va avoir tendance à prendre le besoin comme une solution. Tu vois, tu as des métiers qui vont arriver, ils vont dire ouais, j'ai besoin de ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et au final, quand tu lis le truc, le besoin qu'il t'apporte n'est pas forcément bien servi par la solution qu'il propose. Il faut bien prendre ça en compte et se dire non, ok, le produit c'est moi, je vois le besoin et je vais te trouver une solution qui va y répondre. Ok. Donc finalement, plutôt que de lire des choses à droite à gauche, le mieux étant de s'attaquer aux problèmes et d'essayer de les décortiquer au maximum. Ah ouais, il faut être pragmatique. Moi, je suis pas trop dans la théorie, à la limite, j'ai envie de dire. Faut essayer d'avoir du bon sens et pas oublier que c'est un produit, certes, mais c'est fait par des humains, quoi. C'est assez important. Au quotidien, je l'ai peut-être pas dans ma, comment dire, théoriquement, comment dire, je le conçois pas forcément comme ça, mais au quotidien, c'est vraiment ça. Ok. Bon, bah, très bien. Écoute, je te remercie beaucoup, Clément, pour ton temps, tes réponses et de nous avoir un petit peu éclairé du fonctionnement de Doctissimo et des différents produits chez vous. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Ouais, merci à toi. Et puis, bon courage pour la suite du projet, c'est super. Ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir, Clément.